Yes. Oui, Go donc on. là, en fait, on est rentré au cœur du sujet. Je te remercie. En fait, quand on parle d'assurance, là, on va parler d'assurance vie, mais c'est vrai que l'autre côté, c'est l'assurance décès. Mhm. Donc, c'est bien l'assurance vie, ça t'assure sur la vie et l'assurance décès sur la mort. Mais on va voir que l'assurance vie aussi, des fois, a certaines particularités qui peuvent être intéressantes. Je vais partager mon écran. Mhm. Donc, on va parler de l'assurance vie. Donc, je vais vous présenter l'assurance vie. On va échanger. Je veux que ça soit assez interactif. Mhm. Donc, j'ai pas mis trop de texte. J'expliquerai et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. L'idée, c'est Mhm. que qu'on sorte de cette réunion-là avec énormément de connaissances. OK. Donc, voilà comment ça se présente. On va faire une petite introduction. Enfin, je vais faire une petite introduction avec les chiffres. Ensuite, on va présenter l'assurance vie. Mhm. Donc, ensuite, on verra le rôle de l'assurance vie, la Mhm. fiscalité, et on va conclure. D'accord. Déjà, voilà, il faut dissocier l'assurance vie et l'assurance décès. C'est vrai que tout Mhm. à l'heure, on a directement enclenché sur l'assurance décès. L'assurance décès, c'est un contrat de prévoyance, c'est-à-dire dans le sens où ça te couvre en cas d'accident, enfin voilà, de décès. L'assurance vie, elle, c'est pendant que tu es en vie, c'est aussi un contrat de prévoyance, mais un contrat de prévoyance différent parce que tu es encore en vie. Du coup, ça va t'assurer sur d'autres aspects de la vie, d'autres aspects au cours de ta vie. Donc, c'est pour ça qu'on appelle le contrat d'assurance vie. Mais maintenant, on verra que l'assurance vie a des fois aussi une particularité sur le côté décès aussi parce que ça te permet de préparer aussi le décès, mais plus dans le côté où qu'est-ce que si tu meurs, qu'est-ce qui restera à ta famille, enfin, qu'est-ce que tu as prévu pour ta famille. Et l'assurance vie permet aussi de répondre à ces différentes problématiques. Donc, sur cette première partie, attendez. Ok. Donc, sur cette première partie, on va voir c'est quoi l'assurance vie, quels sont les acteurs qui rentrent dans lorsqu'on parle d'assurance vie, quels sont en tout cas les acteurs sur le marché de l'assurance vie, comment est composé le contrat d'assurance vie, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un contrat, et comment ça fonctionne. Donc, juste pour commencer avec les chiffres, ce qu'il faut savoir que lorsqu'on regarde tous les placements, on voit que l'assurance vie, en fait, c'est un contrat d'épargne quand même, c'est un contrat de placement d'épargne qui arrive quand même 300, au niveau des performances sur la rémunération, enfin de la rémunération. Donc, c'est l'un des contrats d'épargne qui rapporte le plus, l'un des placements aussi par rapport, je vais prendre l'exemple par rapport au livret A ou l'immobilier par exemple. Donc là, OK. c'est depuis 90 l'évolution en tout cas de tous des différents placements. Donc après les actions, bien évidemment, les actions restent premières avec une hausse de près de 500%. Tout à Mais fait. ce qu'il faut… Ça, c'est les chiffres qui représentent la France ou bien l'Europe en entier. Là, c'est de manière générale, mais après OK. c'est plus pour la France. OK. Mais lorsque je vais parler d'assurance vie, je vais essayer voilà, je vais parler de manière générale OK. au niveau de l'Europe. Mais après, bien évidemment, sur la dernière partie, sur la fiscalité, je me suis basé un peu plus vers la France OK. parce que selon différents pays, la fiscalité peut être différente. Mais c'est un contrat qui est européen, c'est un contrat d'épargne qui est européen. Donc là, c'est l'évolution en fait de manière générale enfin plus sur la France. Donc pour voir. Donc voilà, il arrive quand même troisième selon par rapport au placement. Ensuite là, sur ce deuxième, là du coup j'ai essayé de partir par rapport aux différents pays. Bon, il n'y a pas de données plus actuelles. Les dernières, la plupart des données c'est 2017-2018. Donc là, on voit que sur le patrimoine des ménages des différents pays européens, l'assurance vie quand même dans la plupart des pays représente quand même une majorité.
contrairement aux investissements actions ou aux obligations. Je prends par exemple l'exemple de l'italien. Vous, les Italiens, vous n'aimez pas trop l'assurance vie. On n'est Donc, pas trop je dans pense ça. que soit c'est parce qu'on ne vous communique pas assez sur ça ou même au niveau des acteurs. Mais en tout cas, les Italiens n'investissent pas beaucoup leur épargne sur l'assurance vie. Par contre, au Royaume-Uni, on voit que c'est à peu près 62% et la France derrière. Et il y a quand même l'Allemagne qui est assez équitable, mais bon, ça reste quand même minime. Il y a une question. Ce qui est choquant, en fait, quand tu regardes les graphiques, tu vois que beaucoup d'argent mettent leur argent sur leur matelas, en fait. Exactement. Et cette année, les dépôts ont augmenté à un maximum. Les gens ont épargné comme pas possible. Oui. Et juste pour rebondir sur ce que je dis, nous en banque, c'est ça. C'est que là, en fait, on appelle les gens pour leur dire de placer l'argent. Parce que nous, on ne veut pas les dépôts. Enfin, non seulement nous, ça nous coûte quand il y a de l'argent sur les comptes. Et en plus de ça, pour le client, ça ne le rémunère pas de laisser l'argent sur le compte. Donc, autant le placer. Et c'est vrai qu'on privilégie beaucoup l'assurance vie. En rentrant en détail dans ma présentation, pourquoi l'assurance vie peut être vraiment un moyen. Donc voilà, ça c'est pour le visuel. En gros, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'épargne, mais l'assurance vie n'est pas beaucoup utilisée sur la plupart des pays européens, sauf en France, où c'est majoritaire. Donc pour entrer dans le vif du sujet, c'est quoi l'assurance vie? En fait, l'assurance vie, c'est un produit d'épargne. Donc c'est comme un livret A. Je ne sais pas si vous avez tous des comptes d'épargne de précaution du type livret A. Non? Moi, non, moi, c'est tout sur le marché financier. Mais vous êtes dangereux, vous. Si le marché se casse la gueule, mais il n'y a pas d'épargne de précaution. Non. Tu ne veux pas qu'on rentre dans les hedging et tout ça. Non. Donc voilà, en fait, l'assurance vie, voilà, donc c'est un contrat d'épargne de précaution, d'épargne, excusez-moi, comme le livret A ou d'autres épargnes, et qui vous permettent, enfin, voilà, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de restriction au niveau de l'âge de souscription. Donc, enfin, le minimum, c'est quand même 1 an, on va dire, enfin, qui est de 0, on va dire, enfin, les 1 mois, dès que l'enfant naît, on peut lui créer une assurance vie. Et il n'y a pas d'âge maximum pour ouvrir une assurance vie. Et bien évidemment, comme vous avez pu le voir sur ma présentation, il y a des astérix. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines conditions qui vont quand même rentrer. C'est vrai que l'âge n'est pas restrictif, mais on verra qu'elle aura un impact par la suite. Il n'y a pas de durée de détention, donc tu peux le garder jusqu'à ta mort ou enfin jusqu'à ta mort. Donc il n'y a pas de durée minimum ni de durée maximum. Mais bien évidemment, la durée de détention aura aussi un impact par la suite selon comment tu vas utiliser ton assurance vie. Et on peut avoir plusieurs contrats d'assurance vie. Donc c'est ça qui est bien. On a une? Donc, Et moi? Oui. Moi j'en ai plusieurs. Ah. J'en ai plusieurs. Donc on peut avoir plusieurs contrats d'assurance vie. Selon aussi des objectifs qu'on veut faire, qui on veut protéger, on verra par la suite. Et du coup, oui, c'est un contrat qui nous couvre en cas de vie ou en cas de décès. Donc, c'est un contrat multirisque. Okay. Ensuite, les acteurs du marché de l'assurance vie. Donc, comme on l'a dit, l'assurance vie, et c'est un contrat qui est beaucoup distribué par les banques et les assurances. Après, je ne sais pas si vos banquiers vous parlent beaucoup de ce produit-là ou pas du tout. Non, moi, vas-y, François. Oui, je dirais, je crois que j'ai une assurance vie. Hein. Sincèrement, j'ai appris ça à l'université, mais je crois que quand je faisais le prêt immobilier ici, ils m'ont demandé de souscrire une assurance vie comme ça et une assurance de perte de travail. Ok, c'est maintenant là que je suis en train de voir que c'est beaucoup plus intéressant, quoi. Je vais beaucoup plus comprendre les aspects de c'est une épargne, et ainsi de suite. Mais Ouais. allons-y, je vais comprendre. On rentrera dans les détails. Mais en tout cas, normalement, si vous avez des très bons banquiers, forcément, ils ont dû vous convoquer, peu importe que vous ayez du patrimoine ou pas, au moins ne serait-ce que pour vous présenter ce produit-là.
Après, il y a plusieurs aspects qui rentrent en compte, mais en tout cas, nous, les banquiers, enfin, beaucoup de banquiers, c'est des banquiers qui le distribuent. Après, il y a ce qu'on appelle des agents généraux et les courtiers, je les mets dans le même lot, on va dire. En gros, c'est des indépendants qui travaillent comme un courtier qui travaille pour une compagnie et qui peut proposer l'assurance vie. En fait, maintenant, les agents généraux et les courtiers, c'est souvent des conseillers en gestion de patrimoine, souvent des cabinets en gestion de patrimoine, du coup, qui préconisent ces contrats d'assurance vie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le contrat d'assurance vie, on rentrera dans les spécificités, c'est que c'est vrai que ça peut être distribué par n'importe qui, mais en même temps, on met quand même des limites qui peut le distribuer. Ça, c'est au niveau des dates. Donc, les banques représentent 62% des distributions du contrat d'assurance vie. Donc, en gros, on veut le généraliser auprès de tout le monde parce qu'il y a pas mal d'avantages. Ensuite, au niveau des acteurs à la souscription. Donc, lorsqu'on veut ouvrir un contrat d'assurance vie, il y a plusieurs acteurs qui rentrent en compte. Il y a le souscripteur, donc vous, la personne qui va ouvrir le contrat d'assurance vie. Et il y a l'assureur ou la banque, donc ou l'intermédiaire, le gestionnaire de patrimoine, le conseiller en gestion de patrimoine et le bénéficiaire. Pourquoi il y a ces trois facteurs-là? Parce que lorsque vous allez ouvrir un contrat d'assurance vie, c'est là maintenant où on peut voir l'avantage du contrat, c'est que lorsque vous allez ouvrir votre contrat d'assurance vie, vous choisirez ce qu'on appelle les bénéficiaires. Pourquoi c'est important? Parce que lorsque il va vous arriver quelque chose, l'argent que vous aurez mis sur ce compte épargne-là ira à cette personne-là en cas de décès. Donc, c'est ce qu'on appelle les bénéficiaires. Ensuite, si vous ne mourrez pas et que vous souhaitez quand même donner l'argent à cette personne-là, elle peut toujours recevoir l'argent en cas de vie. Donc, le bénéficiaire, c'est une personne très, très importante. Donc, c'est pour ça que ça peut être un membre de votre famille, une personne que vous aurez choisie, et, ou un objet ou un chat, si vous voulez. Au niveau du bénéfice, ah oui, moi, je rencontre des clients qui choisissent de donner à des animaux de compagnie. C'est quand même incroyable. Et plus on a de l'argent et… Plus c'est la folie. Non, en fait, je me rends compte que c'est bizarre, hein, depuis que je fais ce métier de banquier, en fait, je me rends compte que plus on a de l'argent, en fait, c'est mon expérience, ça. Et moins on a de la famille. En tout cas, c'est ce que je remarque chez les Blancs, hein. Eux, en fait, j'ai l'impression, c'est un système en fait, nous, plus on vieillit, il y a la famille qui se rapproche de nous. Et les Blancs, c'est le contraire, en fait. Plus il grandit, plus il se sépare de la famille. Au final, il se retrouve seul, en fait. Et c'est compliqué. Du coup, il y en a qui se retrouvent avec beaucoup d'argent, mais qui n'ont plus de liens familiaux. Et du coup, il a quand même beaucoup d'argent et il assure qui? Il assure un chat ou il assure un animal de compagnie. Ou une association ou des gens qu'elle ne connaît pas. En tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous ouvrez un contrat d'assurance vie, on vous demandera de choisir un bénéficiaire. Ce bénéficiaire-là ou ces bénéficiaires-là sera c'est très, très important pour la suite de votre, du contrat parce que c'est à cette personne-là ou ces personnes-là que l'argent irait en cas de décès. Après, vous pouvez choisir, donc ça peut être des personnes physiques, ça peut être aussi, comme j'ai dit, des personnes morales ou d'autres. Je prends par exemple un de mes clients, lui, c'était dans le cadre d'un projet immobilier et on ne pouvait pas l'assurer en assurance emprunteur. Du coup, on a fait un contrat d'assurance vie où on a mis la banque en tant que bénéficiaire. C'est-à-dire que si le gars mourait, tout son argent irait à la banque. C'est une possibilité avec le contrat d'assurance vie. Donc voilà, pour résumer, il y a l'assureur qui gère, l'assureur ou le banquier qui gère le contrat, il y a vous qui souscrivez au contrat et il y a le bénéficiaire. Donc vous, tous les mois où on verra selon votre gestion, vous versez de l'argent sur votre contrat d'assurance. Donc là, comment est-ce qu'il y a des mesures? Je puis poser une question? Oui, bien sûr. Il faut poser les questions. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prévues au cas où l'assuré et les bénéficiaires étaient frappés au même moment? Oui, très bonne question. En fait,
si l'assuré et le bénéficiaire meurent, donc après, on va voir bon, au même moment, non, parce qu'il ne peut pas mourir vraiment au même moment. Mais prenons le cas où l'assuré décède, l'assuré décède un jour avant le bénéficiaire. Donc, logiquement, l'argent, c'est le bénéficiaire qui aurait dû bénéficier de l'argent. Mais si le bénéficiaire meurt, en fait, ce qu'ils vont regarder, c'est qu'on va regarder au niveau de ses ascendants et ses descendants. C'est-à-dire que si l'assuré avait des enfants ou des grands-parents. Et c'est logiquement, c'est à eux qu'irait l'argent. Après, s'il n'y a pas d'enfants ni de grands-parents, on va voir ce qu'on appelle des collatéraux, donc des cousins, des cousines. OK. Est-ce que c'est un truc qui se fait automatiquement ou bien la famille ou bien les enfants doivent se présenter? Oui. En fait, lorsque le bénéficiaire meurt, la compagnie d'assurance prévient la famille, enfin les enfants, et ils ont jusqu'à 60 jours pour se manifester. Okay. S'ils ne se manifestent pas, là, en fait, l'argent va à l'État. OK. Donc, oui, pour revenir en fait, parce que pour l'assurance de décès, la manière dont le contrat que j'ai a été fait, quand je signais, je vais mettre aussi le nom du bénéficiaire. Yeah? Donc, j'ai mis le nom du bénéficiaire. Puis, j'ai deux copies, une pour moi, une pour le bénéficiaire. Yeah? Mais l'assurance m'a dit, au cas du décès, le bénéficiaire doit se présenter avec la preuve du décès, ou bien le certificat de décès, pour réclamer la somme qui est assurée. Yeah? Mais pour l'assurance vie, en fait, si tu décèdes, c'est l'assurance qui contacte la famille directement? C'est la compagnie d'assurance qui contacte. C'est là que la différence c'est pour ça qu'il ne faut pas le confondre avec l'assurance décès. Là, c'est vraiment différent. En fait, là, lorsque tu souscris, c'est au moment où tu souscris. C'est pour ça, moi, je prends au moins 2 heures avec mes clients lorsque je vois un contrat d'assurance vie parce que je dois bien m'assurer au niveau des bénéficiaires. Soit il les connaît par cœur, donc il les désigne, ou s'il ne les connaît pas, on fait ce qu'on appelle la clause standard, c'est-à-dire soit ses héritiers, son conjoint, ses héritiers, ou à défaut, les héréditaires. En gros, les enfants, des enfants ou du conjoint. Okay. Après, si la personne a une liste plus exhaustive, elle peut les désigner les personnes. Et leur adresse, on demande les noms, l'adresse, le pays. Le bénéficiaire peut être en France ou même à l'étranger, n'importe où, on s'en fout. Du moment qu'il est dans la clause du contrat, si le risque arrivait, l'assureur, nous, en tout cas, on contacte ces personnes-là. C'est là que la différence avec effectivement le décès. Parce que l'idée pour l'assurance décès, c'est que l'idée c'est que si tu décèdes, eux ils savent que c'est à ce moment-là que entre guillemets qu'on a besoin d'eux. Donc ils essaient un peu de faire profil bas. Donc si la personne se présente, tant mieux. Si elle se présente pas, c'est là qu'ils gagnent de l'argent. Donc du coup au niveau de la composition du contrat d'assurance vie. Parce que c'est vrai que je vous dis c'est un contrat d'assurance vie, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce contrat-là? Et c'est là que c'est très, très intéressant. Ça va rejoindre aussi, pourquoi on est là, la finance. C'est que sur le contrat d'assurance vie, en fait, vous avez deux types de contrats d'assurance vie. Il y a des contrats mono-support et des contrats multi-support. Donc, dans votre contrat d'assurance vie, en fait, vous avez deux enveloppes. Donc, sur le contrat monosport, en fait, c'est un contrat qu'on appelle un contrat en fonds en euros. C'est-à-dire que dans ce contrat-là, en fait, tout ce que vous achetez, ce contrat est constitué ça peut être des obligations, des actions qui sont libellées qu'en euros, c'est-à-dire qu'en zone euro. C'est-à-dire, en fait, c'est un contrat d'épargne, mais d'épargne un peu financière parce que au final, c'est sur les marchés financiers que vous investissez. Enfin, que pas vous, du coup, nous, le banquier ou l'assureur va investir. C'est-à-dire que vous, tous les mois, vous mettez 50 € de côté. Ces 50 € là, nous, on va les placer sur les marchés pour que ça puisse vous rémunérer. Mais maintenant, pour qu'on puisse mieux les placer, donc, on va voir par rapport à vous et à votre niveau de risque sur quoi on peut les placer. Donc, sur le fonds en euros, c'est ce qu'on appelle le fonds garanti. C'est-à-dire que l'argent que vous placez sur du fonds en euros
est garanti et capitalisé chaque année. C'est-à-dire que je prends un exemple. Vous mettez 50 € sur un contrat monosupport enfant en euros. À la fin de l'année, nous, on vous rémunère, ça dépend des assureurs du coup, 1% en moyenne sur les 50 € là. Du coup, ça vous fait 51 € à l'année suivante que vous avez acquis. C'est-à-dire que cet argent-là, c'est acquis définitivement. Vous ne pourrez plus les perdre. Si on va par exemple sur le contrat du coup multi-support, là en fait c'est un mixte des deux. Donc il y a du fonds en euros et ce qu'on appelle les unités de compte. Donc les unités de compte, là on va s'exposer un peu plus sur les marchés actions, les marchés obligations, les SCPI, les trackers, enfin voilà tout ce qui nous intéresse. Et du coup, ce qu'on appelle une unité de compte, c'est parce que c'est pas en monnaie euro, c'est-à-dire c'est plusieurs devises. Donc c'est pour ça on les appelle les unités de compte. Et vu que c'est sur les marchés, donc là, il y a un peu plus de risque au niveau de la rémunération. Donc, du coup, cet compartiment-là du contrat d'assurance vie, qui est l'unité de compte, n'est pas garanti. C'est-à-dire que si vous placez 50 € en unité de compte, bah, ça dépendra des évolutions de marché, que ce soit des marchés actions, des marchés de l'immobilier, parce que sur ces unités de compte-là, vous pouvez mettre des SCPI, des OPCI, des trackers, enfin, voilà, beaucoup de produits financiers. Ce qui fait que, après, ça dépend. Oui, tu as une question? Oui, alors, si je fais un contrat d'assurance vie et je choisis la formule multi-support et je verse 50 €, qu'est-ce qui détermine le montant qui va en fonds en euros et le fonds en unité de compte? C'est une très bonne question. On y reviendra après maintenant. En fait, d'accord. je vais t'expliquer directement comme ça. En fait, lorsqu'on passe sur les profils multi-support, on fait ce qu'on appelle un profil de risque. C'est-à-dire qu'on essaie de voir ton risque par rapport, enfin, ton niveau de risque, analyser ton niveau de risque. Donc, il y a plusieurs types de profils risque. Donc, il y a profil prudent. Donc, tu as conservateur, prudent, équilibré ou dynamique. Donc, plus on va vers le dynamique, plus on sait que tu t'es appétant à prendre plus de risques sur les marchés. Donc, tu veux chercher plus de rémunération. Et du coup, c'est par rapport à ce niveau de risque-là qui déterminera les compartiments qu'on va mettre soit en fonds en euros, en unité de compte. Je prends un exemple d'un profil, tes profils équilibrés. Équilibré, c'est-à-dire que tu es au milieu. Donc, tu ne veux pas trop de risques, ni moins de risques non plus parce que tu veux un peu de rémunération. Donc, du coup, ton portefeuille, enfin, ton contrat d'assurance vie sera à peu près du 50-50. 50-50, Donc, ouais. 50% fonds en euros et 50% unité de compte. En fait, c'est plus ton profil risque qui va déterminer comment on va répartir ton contrat multi-support. Et ce profil de risque est déterminé en fonction des questions que vous me posiez. Exactement. Et surtout sur ta connaissance du marché. Si vous voulez, à la fin, je vous enverrai des profils types. Bon, après, c'est un document qui n'est pas top secret, que je vous enverrai, que moi, je fais avec mes clients, des questionnaires que je leur pose pour déterminer leur profil de risque. C'est des questions sur est-ce que vous connaissez c'est quoi une action, c'est quoi un fonds en euros, c'est quoi, voilà. D'accord. Et donc, voilà. Et souvent, du coup, maintenant, en fait, au niveau du marché de l'assurance vie, la plupart des banques ou des intermédiaires vous conseilleront plus d'aller sur un contrat multi-support parce que ça vous permet de mieux malaxer ou du moins mieux constituer votre portefeuille pour en même temps aller chercher de la rémunération et en même temps sécuriser votre capital. Du coup, je prends un exemple, vous avez mis 50 € sur le fonds en euros, 50 € sur les unités de compte. Si les unités de compte performent, par exemple, vous avez pris 5% et ça vous fait 5 €, je prends un exemple, 5 €. Ces 5 € là, à qui vous pouvez les basculer sur du fonds en euros. Comme ça vous laisse encore 50 € sur les marchés financiers. Donc, comme on peut le voir sur l'image, voilà, plus on est sur un contrat monosupport en fonds en euros, moins le rendement est faible. Et plus on va vers un contrat multi-support et un peu plus des unités de compte, là, on va chercher un peu plus de rendement. Mais il y a aussi le risque de perte en capital. C'est-à-dire que tu peux perdre ton argent. D'accord. Donc, pour revenir sur le fonds, on va zoomer un peu sur le fonds en euros parce que je vous ai dit le fonds en euros, c'est tout ce qui concerne, c'est composé des obligations, des actions acquises en fonds en euros. Et sur ce fonds en euros-là, vu que c'est de l'argent qu'on vous garantit, c'est-à-dire que vous avez mis 50 €, on vous garantit de les avoir à la fin de l'année plus 1%.
pour que ça soit sûr, il faut les investir sur des supports ou sur des choses qui sont un peu sûres. Donc, c'est pour ça, sur ce fonds en euros-là, après, là, je rentre vraiment dans les détails, hein. Les clients, ils ne savent pas comment le fonds en euros est constitué. Mais en fait, vous avez 80% est investi dans les obligations. Donc, souvent, c'est des obligations d'État et du coup, des États européens, l'Allemagne, la France, enfin, voilà. Beaucoup, c'est des dettes souveraines. Et après, c'est un peu des actions, mais pas beaucoup d'actions et beaucoup d'immobilier. Donc, de l'immobilier d'entreprise, pas résidentiel, et beaucoup aussi un peu de monétaire. Ce qui permet que, voilà, plus on a d'obligations, on sait que les obligations, on a notre coupon, donc ça va nous rémunérer. Et donc, du coup, nous, on est sûr qu'on va rémunérer aussi notre client qui veut que son capital soit garanti. Et au niveau des obligations, comme je vous ai dit, c'est souvent, voilà, c'est la dette souveraine et surtout la dette des pays notés A+, enfin, des pays sûrs, comme on dit. Pas la Grèce, pas la Grèce, pas la Grèce. C'est pour moi que je dis ça, en fait. Quand je vois ta présentation, ça me rappelle beaucoup, en fait, à ce que je fais au commencement, parce que j'ai fait ça avec tout le monde, en fait. Sur les profils, de définir, en fait, les profils de l'investisseur, pour savoir comment l'investisseur va placer son argent. Je sais qu'on avait vu ça aussi ensemble quand on regardait la manière de construction de ton portefeuille. On parlait des obligations. On se disait que là, en ce moment, ce n'est pas trop intéressant d'investir dans les obligations, étant donné que la rémunération ou bien le pourcentage de rémunération est très, très, très faible. Très faible. Mais c'est quand même une assurance pour les investisseurs. Tu vois? Oui. Et que tu vois par ici que, voilà, pour les personnes qui ne veulent pas prendre de risques, mais avoir quand même une rémunération et protéger leur capital, l'obligation est le meilleur investissement que tu puisses faire. La meilleure. Si tu ne veux pas prendre beaucoup de risques, tu veux garder ton capital, mais quand même avoir une rémunération. Même si c'est presque rien, mais c'est mieux que de mettre ton argent dans ton matelas. Oui, effectivement. C'est pour ça, après, les assurances vie en fonds en euros, de toute façon, maintenant, on les conseille plus trop. Mais c'est vrai que c'est plus pour des clients qui vraiment qui sont réticents, qui ne sont pas appétants au risque. On leur fait un contrat monosport en fonds en euros. Mais souvent, c'est beaucoup de multi-supports pour aller chercher un peu plus de rémunération et petit à petit les préparer un peu au marché financier, donc à les inciter à diversifier avec les unités de compte. Donc là, on a vu comment était l'assurance vie, qu'est-ce que c'était l'assurance vie, qu'est-ce qu'il y avait dedans. Maintenant, on va rentrer sur voilà, une dernière partie, voilà, c'est au niveau des versements. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez le choix, lorsque vous le créez, vu que c'est un contrat d'épargne, de choisir quel versement vous allez faire. Ça peut être un versement périodique, c'est-à-dire que quand vous avez une entrée d'argent, vous décidez d'alimenter votre contrat. Un versement libre, un versement libre, c'est quand vous décidez vous-même, voilà, quand vous avez de l'argent, de verser où vous avez une entrée d'argent, de verser. Versement périodique, en fait, vous allez choisir soit tous les mois, soit par trimestre ou chaque fin d'année, tout simplement. C'est ce qu'on appelle aussi des versements programmés. Et vous avez un versement unique. Par exemple, vous avez 40 000 euros. Enfin, vous savez que vous devez vous faire une épargne de 40 000 euros et que vous les avez là, vous pouvez les mettre tout de suite en versement unique dans votre contrat d'assurance vie. Ça aussi, c'est possible. Après, du coup, j'ai pris un exemple de 2 hypothèses. Après, ça aussi, ça rejoint beaucoup ce que tu nous enseignes surtout quand il faut acheter une action, quand elle est bas, enfin, quand ça baisse, c'est là qu'il faut acheter. Là, en fait, on a 2 personnes. Une personne qui fait un versement régulier et l'autre qui fait un versement périodique, donc qui achète, enfin, qui met de l'argent de côté de temps en temps. On peut voir que au bout de 5 mois, la personne qui a versé l'argent tous les mois, en fait, est plus gagnante que celle qui a versé d'un coup, en fait, 500 euros. Et tu sais pourquoi?
Moi, je sais, mais est-ce que les autres savent? Est-ce que vous savez pourquoi? Que la personne qui verse chaque fin du mois gagnera plus qu'une personne qui verse, on va dire, tu peux prendre le même montant à la fin de l'année. Une personne qui verse, on va dire, 200 euros chaque mois gagnera plus que quelqu'un qui verse 5 000 euros une fois par an. Bien. Mais savez-vous pourquoi? François, tu ne sais pas? Oui, je disais les intérêts composés. J'avais le micro éteint. Ah, Ça c'est une. Mais l'autre, la plus importante. Comment la plus importante? La plus importante. Les amis. Vous n'avez pas dit que vous avez oublié les amis. La chose la plus... Attends. Au lieu de verser 5 000 euros le 31 décembre, moi, je verse, disons comme ça, 400 euros chaque mois, 420 euros chaque mois, à partir de ce mois de janvier. Alors, il y a des intérêts composés qui génèrent d'autres intérêts composés. Et maintenant, quel peut être l'autre composant? On parle en termes financiers, n'est-ce pas? On parle en termes financiers, oui. Investissement. Il y a 3 composantes. Tu en as cité une, il en manque 2. Bon, que les autres m'aident aussi. En fait, finalement, je crois même moi, je dirais, déjà, il y a la variation au niveau du prix. Yeah. La variation du prix. Après, donc, on a dit les intérêts composés et la variation du prix. Yeah. Le troisième, c'est... La consistance. Le troisième, je ne sais pas. La consistance. Yeah. La consistance. Voilà. Ce qui est important dans le monde de l'investissement, c'est la stratégie. Yeah. Plus tu es consistant avec ce que tu fais, plus tu vas gagner. C'est pour ça que je dis, quand on détermine les profits d'un investisseur et tu détermines le montant que tu veux investir chaque fin du mois, que ce soit 10 ou bien 50 ou bien peu importe, mais sois consistant. Si tu dis que voilà, moi je ne peux pas mettre plus de 100 euros et tu vas mettre 50 euros, reste sur les 50. Mais il ne faut pas faire 30 aujourd'hui et 20 demain. Non. Soit tu restes sur les 50 et tu augmentes au fil du temps. Il ne faut pas descendre en dessous du montant que tu avais dit que tu allais investir. Si tu penses que le montant est trop élevé, descends, mais reste consistant sur ce montant-là. Ça te permettra, de bénéficier du changement des prix, des intérêts composés et d'être consistant sur le marché. Plus tu es consistant sur le marché à long terme, plus tu seras bénéficier des intérêts composés et des changements des prix sur les actions. En jouant sur les changements des prix, tu peux avoir plusieurs entrées sur la même action, bien sur le même produit. Et c'est ce qu'on appelle en fait, il y a 2 stratégies. Il y a le dollar cost averaging, voilà. C'est-à-dire que tu payes chaque mois un titre ou bien un produit, chaque mois, peu importe le prix. Tu investis chaque mois. Et la stratégie que moi j'aime le plus, c'est averaging down. Ce qui signifie que si le prix d'un produit ou bien d'une action ou bien d'un titre baisse, tu investis. Average down, c'est que tu investis chaque fin du mois une même somme, peu importe le prix de l'action. Dollar cost averaging veut simplement dire que tu prends en jeu la diminution côté prix du titre et tu investis pour avoir en moyenne un prix d'entrée qui sera favori à toi. Yeah? Yeah. C'est bon. Oui, non, c'est bon. Oui, c'est bon. Ok, donc là, du coup, on a vu ça. Et il y a aussi le mode de gestion. Donc, comme je l'ai dit, le contrat d'assurance vie, vous avez la possibilité de le gérer vous-même, de le gérer par une compagnie, ou voilà, enfin vous-même, ou la compagnie ou votre gestionnaire.
Donc, du coup, vous avez 3 types de modes de gestion, ce qu'on appelle la gestion profilée. C'est ce que je disais, c'est par rapport à votre profil risque. On va vous conseiller du coup sur quel support investir. Il y a la gestion pilotée. En fait, c'est par rapport à votre objectif. Si par exemple, vous mettez le contrat enfin, vous avez créé le contrat pour mettre l'argent de côté et pour vous préparer à la retraite, on va mettre en place une gestion pilotée, c'est-à-dire que lorsque vous allez vous rapprocher de l'âge de la retraite, bah, par exemple, on va basculer le contrat sur des supports protégés pour pas que vous perdez de l'argent. Ça, c'est la gestion pilotée. Donc, si par exemple, votre but, c'est de préparer la retraite, bah, pendant que vous êtes encore en activité, on va peut-être investir sur des choses un peu plus risquées. Et une fois que vous rapprochez de l'âge de la retraite à 1, 2 ans de la retraite, là, on bascule sur des fonds protégés pour capitaliser enfin, pour que vous puissiez capitaliser au maximum et éviter le risque. Ça, c'est la gestion pilotée. Ensuite, vous avez la gestion libre. Donc là, c'est vous-même qui gérez votre contrat. C'est vous-même qui faites les changements. Et bah, c'est comme là avec nos portefeuilles financiers. Donc, c'est nous-mêmes qui voyons les actions qu'il faut acheter, quand vendre, enfin, les analyses aussi, c'est nous-mêmes qui les font. Et c'est à peu près la même chose avec le contrat d'assurance vie aussi. On peut laisser soit la gestion libre à la compagnie d'assurance ou à la banque, soit on le gère par nous-mêmes en choisissant qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur de notre contrat d'assurance vie. Donc, une fois qu'on a parlé de tout ça, là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. À quoi sert vraiment le contrat d'assurance vie? Parce que c'est bien qu'on a parlé, c'est un épargne de précaution, il y a des unités de compte, etc. Mais à quoi vraiment sert le contrat d'assurance vie? Et c'est là qui est vraiment l'avantage du contrat d'assurance vie. C'est que le contrat d'assurance vie, en fait, ça vous permet de préparer tout, enfin, de veiller à tous ces éléments qui sont dans le cercle. Donc, je vais les détailler un par un. On va rentrer dans les détails. Donc, c'est un contrat, par exemple, qui vous permet de préparer quelque chose. Ça peut être la préparation de la retraite, la préparation d'un projet immobilier, la préparation de n'importe quel projet. Je prends un exemple, vous voulez acheter un bien et vous voulez mettre au maximum l'argent de côté et le capitaliser. Donc, vous voulez entre guillemets, accroître votre capital. Bah, le contrat d'assurance vie va vous permettre de le faire. Donc, vous mettez l'argent de côté, vous investissez par exemple sur les unités de compte, vous vous exposez au risque pour maximiser, capitaliser au maximum. Là, ça permet voilà, de préparer le projet. Ou par exemple, la retraite, comme j'ai dit tout à l'heure, vous souhaitez aller à la retraite, bah, le contrat d'assurance vie vous permet de préparer la retraite. C'est-à-dire que pendant que vous êtes en activité, bah, vous allez sur des choses un peu plus risquées au niveau du portefeuille pour ensuite, à la retraite, repartir sur peut-être soit du fonds en euros, quelque chose de plus sûr. Ça vous permet aussi d'anticiper les imprévus ou autres parce que c'est de l'argent de côté que vous pouvez retirer quand même. Et si vous avez aussi des soucis quotidiens de la vie, bah, le contrat d'assurance vie vous permet tout ça. Donc ça, ce sont les buts, l'aspect vraiment patrimonial de l'assurance vie, c'est que ça vous permet de répondre à tout ceci. Transmettre, pourquoi? On l'a dit tout à l'heure, parce que bah, vous pouvez mettre des clauses bénéficiaires et si vous décédez ou si vous êtes toujours en vie, bah, c'est de l'argent que vous pouvez donner à vos bénéficiaires grâce au contrat d'assurance vie parce que vous les avez mis en tant que bénéficiaires. Donc, c'est un contrat qui est très intéressant. Mais on va rentrer dans les détails sur vraiment les objectifs. Voilà. Là, le contrat d'assurance vie. Donc, moi, ce que je fais, quand j'ouvre un contrat d'assurance vie, je demande toujours quel est votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous ouvrez le contrat? C'est pour faire quoi? C'est bien si vous voulez mettre l'argent de côté, mais c'est quoi le but à moyen long terme? Parce que ce qu'il faut savoir avec le contrat d'assurance vie, c'est vrai qu'il n'y a pas de durée minimale, mais on vous préconise quand même de le garder à long terme parce que vu qu'on va aller peut-être sur des marchés financiers, donc l'idée c'est que vous ne regardez pas votre contrat tous les jours. Quand ça va monter, ça va baisser, comme pour la finance. Donc c'est pour ça qu'on vous préconise quand même à long terme. Mais maintenant, on demande toujours quel est votre objectif derrière. Donc du coup, ça peut être la transmission du capital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez constituer votre contrat d'assurance vie dans le but de le donner de le transmettre à vos enfants ou à un membre de votre famille.
Ça peut être aussi, bon, pour certaines personnes, la réduction des impôts, parce qu'on va le voir tout à l'heure sur la fiscalité, que le contrat d'assurance vie est un bon véhicule fiscal pour échapper, à l'impôt. Ça permet de préparer votre retraite ou avoir tout simplement des revenus complémentaires à la retraite. Je prends un exemple. Là, vous êtes en activité, vous gagnez bien votre vie, vous décidez de mettre 100 € de côté tous les mois sur votre contrat d'assurance vie. Une fois que vous allez partir à la retraite, forcément, les revenus ne seront plus les mêmes. Donc, il y aura une baisse de revenus. Et là, tout l'argent que vous avez mis de côté avec votre contrat d'assurance vie, vous aurez la possibilité de le récupérer pour que vous puissiez, du coup, maintenir le même niveau de vie que vous aviez lorsque vous avez en activité. Et ce qui est bien, c'est que le contrat, il continue à tourner. Si l'argent est placé, l'argent continue à se capitaliser. Et en même temps, vous retirez petit à petit. Donc, votre argent continue à se fructifier, mais en même temps, vous retirez. Donc, c'est ça qui est pas mal. Après, ça permet aussi d'investir, de faire de l'investissement locatif. Vous constituez de l'apport. Donc, c'est pour ça, c'est très, 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 très important de savoir pourquoi vous ouvrez ce contrat d'épargne-là. Parce qu'il y a vraiment le côté patrimonial qui va avec le contrat d'assurance vie. Après, c'est vrai que c'est pour ça, enfin, tu m'as demandé combien de contrats j'ai, j'en ai plusieurs. Pourquoi? Parce que sur chaque contrat, en fait, j'ai un objectif. Parce que je sais qu'un des contrats, c'est pour ma retraite. Donc, sur ce contrat-là, je mets plus sur des choses un peu plus risquées. Sur l'autre contrat, je sais que c'est pour me constituer un petit capital pour peut-être acheter un bien par la suite. Donc, celui-là, il est là. Donc, ça dépend de l'objectif que vous avez derrière sur votre contrat d'assurance vie. Mais c'est un véhicule patrimonial avant tout parce que ça permet de répondre à plusieurs objectifs patrimoniaux, la transmission, la succession, la retraite et plein de choses. Après, c'est vrai que vu comme ça, on ne se dit pas forcément oui, mais bon, ok, ça répond à la suite patrimoniale, mais on va le voir par la suite sur la fiscalité. Et c'est pour ça, c'est le produit, le placement préféré des Français parce que c'est un produit qui procure beaucoup d'avantages fiscaux. Donc, on va du coup parler de la fiscalité. Bon, je me suis basé sur la fiscalité française. C'est un produit que vous retrouvez partout en Europe, mais c'est vrai que sur chaque pays a sa fiscalité qui est différente. Et moi, je me suis basé beaucoup sur la fiscalité en France parce que comme on a pu le voir sur notre premier tableau, c'est déjà, enfin, l'assurance vie est le placement préféré des Français en majorité au niveau des placements. Donc, si vous mourrez, quelle sera la fiscalité qui sera appliquée? C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez mis de l'argent sur votre contrat d'assurance vie, vous avez choisi un bénéficiaire et bim, vous mourrez. Qu'est-ce qui va se passer sur la fiscalité? J'ai essayé de simplifier au maximum parce que c'est vrai que la fiscalité en France, c'est des tonnes et des tonnes. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez simple pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, en fait, si vous mourrez et que vous avez mis l'argent de côté, enfin, si vous mourrez avant 70 ans, en fait, sur votre contrat d'assurance vie, il y a, si par exemple, je prends un exemple, vous avez cotisé au total 300 000 et vous êtes mort à 70 ans. Donc, vous êtes mort avant les 70 ans, enfin, avant les 70 ans ou à 70 ans, et vous avez actuellement, votre contrat est valorisé à 300 000. Au niveau de l'imposition des bénéficiaires, c'est-à-dire que les gens qui vont recevoir ces 300 000-là, ils ne seront pas imposés sur 152 000. En fait, ils auront un abattement de 152 000. On va arrondir à 150 000. Hein. En gros, la moitié des 300 000 ne sera pas imposée et l'autre partie des 300 000 sera imposée à hauteur de 25% seulement. Donc, en gros, pour faire simple, sur les 300 000, il y aura 20% qui sera imposé. Le reste ira plein pot aux bénéficiaires. C'est ça l'avantage. Après, si la personne meurt après les 70 ans, donc c'est-à-dire qu'elle a cotisé jusqu'à 70 ans, 80 ou autre, là, du coup, l'abattement, en fait, la personne qui va recevoir les 300 000, elle aura que un abattement, ce qu'on appelle un abattement, c'est-à-dire sur les 300 000, on va retirer que 30 500 et du coup, le reste sera imposé à plein pot. J'essaie de simplifier au maximum. Dites-moi si c'est complexe.
C'est vrai que j'aurais pu vous mettre des tableaux, mais c'est trop compliqué et la fiscalité en France, c'est compliqué. Donc, juste pour résumer, si vous avez cotisé jusqu'à 70 ans et que vous êtes mort, la personne qui va recevoir cet argent-là ne sera pas imposée sur au moins la moitié de cet argent. Si vous avez cotisé jusqu'à 70 ans et que vous mourrez, la personne va être imposée sur à peu près 75% de cette somme. Elle aura juste un abattement de 30 500. Donc, du coup, on en conclut que c'est mieux pour vous de pas mourir après 70 ans. De mourir avant. De mourir avant, voilà. Parce que du coup, vos héritiers ou vos bénéficiaires vont payer plein d'impôts si vous mourrez après 70 ans. Et si vous sentiez la mort proche, vous pouvez retirer tout. Exactement, vous avez la possibilité. Mais maintenant, en fait, faut que votre contrat ait plus de 8 ans. Ça, c'est vrai que on le dit pas vraiment, mais on vous conseille de garder votre contrat au moins 7 ans pour que vous puissiez bénéficier des avantages fiscaux. C'est ce que, en tout cas, le gouvernement français impose. Indirectement, ils vous diront que le contrat, vous n'avez pas de durée minimum ou ni maximum pour le garder, mais on vous conseille de le garder 8 ans parce qu'au-delà de 8 ans, vous avez des avantages fiscaux. Donc là, c'était la fiscalité en cas de décès. Si par exemple, OK, vous ne mourrez pas, mais vous avez décidé du coup de retirer de l'argent, ce qu'on appelle un rachat total ou partiel. Donc, vous prenez une partie de votre argent pour que vous puissiez faire comme j'ai dit dans le cadre de la retraite, par exemple, essayer d'équilibrer le budget. Là, en fait, vous serez imposé que sur la partie des intérêts que vous avez acquis. Je prends un exemple. Votre contrat aujourd'hui est valorisé à 30 000. Dans les 30 000, il y a 20 000 euros de capital et 10 000 euros d'intérêt. Si vous retirez, par exemple, 100 euros, donc dans les 100 euros là, vous avez retiré 100 euros, il y a une partie capital, une partie intérêt. Donc, je prends un exemple. Dans les 100 euros que vous avez retirés, 80 euros correspond au capital et 20 euros aux intérêts. Vous allez payer de l'impôt que sur les 20 euros. Je ne sais pas si c'est OK pour tout le monde. C'est vrai que c'est assez technique. Donc, je prends un exemple. Là, vous avez cotisé 30 000 euros. Dans les 30 000 euros là, vous avez mis, vous, de base, 20 000 euros et ils ont été multipliés avec vous avez acquis 10 000 euros d'intérêt. Donc, votre contrat est valorisé maintenant à 30 000 euros. Si vous souhaitez retirer une partie de votre argent, je prends un exemple, vous voulez retirer 100 euros. Sur les 100 euros là, bien évidemment, il y a une partie de votre capital et une autre partie qui est composée des intérêts. Mais du coup, si vous retirez les 100 euros, il n'y aura que la partie des intérêts qui sera imposée, pas le capital. Ok, j'ai une question à te poser en fait. Oui. J'avais dit que j'étais en train de considérer de créer un portefeuille qui sera pour mon assurance vie en fait. En regardant pour mon assurance, j'ai mal entendu. J'ai compté me constituer un portefeuille boursier pour comme que j'allais considérer comme le portefeuille de mon assurance vie. Ça, c'était mon plan. Mais en regardant ta présentation, en fait, quel peut être mon avantage en optant pour une assurance vie réelle que de me constituer un portefeuille boursier que moi j'appellerais dans ce cas-là-ci, qui aura aussi pour but comme une assurance vie. Parce qu'en regardant la présentation, le seul avantage que je vois, c'est côté fiscal. Yeah? Exactement. Mais côté fiscal ici aux Pays-Bas, le patrimoine en soi n'est pas taxé du tout. En tout cas, si tu ne dépasses pas les 100 000. Et c'est qu'on te taxe, c'est le plus-value que tu as fait avec l'argent que tu as investi. Admettons que j'ai investi, on va dire 100 000, plus de 100 000. Yeah? Et à la fin de l'année, je me retrouve avec 150 000. Yeah? Les impôts ou bien les taxes, je serais seulement taxé sur les 50 000 et pas sur les 100 000. Sur les 100 000, oui. Et le pourcentage que je paye, je pense que c'était, on a eu ça dans la dernière présentation, je pense que c'était dans les 1% et quelques sur les 50 000. C'était presque rien du tout. Donc, côté fiscalité, il n'y a pas aussi vraiment un grand avantage, personnellement, je trouve, aux Pays-Bas.
Oui, et c'est pour ça que j'ai dit, en fait, c'est au niveau de la fiscalité, ça dépend vraiment du pays, D'un pays à l'autre, quoi. d'un pays à l'autre, effectivement. Mais après, toi, en Ouais. fait, en termes de conseils, pour toi, ça sera plus au niveau familial. C'est-à-dire que ouvrir l'assurance vie, euh, pour moi, en tout cas, je considère que si tu dois l'ouvrir, c'est plus que le côté familial, c'est-à-dire protéger ta famille. C'est-à-dire l'ouvrir et mettre ta famille en tant que bénéficiaire. C'est-à-dire que si tu arrive quelque chose, les sommes que tu as sur ton assurance vie, bah, directement, ils sont versés à tes bénéficiaires. Mais je peux faire la même chose en bourse. Tu es sûr sur un compte CIF, sur un compte titre que tu peux choisir les bénéficiaires? Je ne peux pas choisir, mais la famille a toutes les informations nécessaires pour retirer l'argent s'ils le veulent. Ouais, mais enfin, je sais que sur les comptes d'instruments financiers, on ne peut pas choisir de bénéficiaires. C'est vrai, tu ne peux pas choisir des bénéficiaires. C'est au moment que tu décèdes, ton partenaire peut se présenter pour retirer si nécessaire. Mais la manière dont c'est fait, c'est tous les gens nécessaires qui doivent avoir accès ont accès à tout ça. Moi, j'étais en train de voir, en fait, quel serait mon intérêt en ce moment-ci d'ouvrir, parce que moi, je n'ai pas d'assurance vie. Comme je dis, j'ai tout mis sur le marché financier. Je n'ai pas d'assurance vie. Quel serait mon intérêt d'ouvrir une assurance vie si ce n'est que, comme tu dis, pour ta famille. Yeah? Mais dans cet aspect, ça, le bon argument est que les portefeuilles que j'ai, ces personnes qui doivent avoir accès à ça ont accès à cela. Donc, à mon décès, si nécessaire, ils peuvent retirer l'argent et revendre tout s'ils le voudront, s'ils le veulent. Donc, le seul avantage dans ce cas-ci, c'est que voilà, tu as un bénéficiaire vraiment qui est. Après, dans ton cas, c'est vrai que c'est différent. C'est pour ça, là, ton portefeuille actuel, c'est un portefeuille aussi pour la retraite. On est d'accord? Moi, j'en ai plusieurs. J'en ai un pour la famille, les enfants, la retraite, Ok. 4 au total. Mais ok, du coup, par rapport à la retraite, si tu veux faire une sortie en rente, quelle est la fiscalité que tu as? C'est-à-dire que si tu veux retirer de l'argent de temps en temps, quelle est la fiscalité que tu as Il n'y a pas de souci. pour les retraits? Je peux retirer quand je veux, vendre les actions quand je veux. Je paye les fiscalités seulement sur les plus-values. C'est-à-dire que chaque fin d'année, je dois déclarer mon patrimoine. Et sur les plus de 100 000, je suis taxé, je pense que c'était 1% et quelques cette année. Et puis voilà. C'est vrai que après là, oui, effectivement, vu comme ça, pour toi, l'aspect enfin, la fiscalité, bah, ça dépend aussi du coup du pays où tu es. Ce n'est pas vraiment un problème. Mais c'est vrai que ici, nous en France, c'est pour ça la plupart des gens investissent en majorité leur épargne en assurance vie parce qu'il y a cet avantage fiscal. C'est vrai que après, oui, il y a le côté où tu protèges ta famille, etc. Mais pourquoi les gens, en tout cas en France, vont vers l'assurance vie, c'est pour bénéficier de cet avantage fiscal-là. Parce que nous, ici en France, que ce soit en finance, on te taxe. Ce que tu es en train de me dire là, nous, ça n'existe pas, les plus-values. En fait, on peut te taxer sur les plus-values, on peut te taxer moins que si tu détiens tes titres depuis plus de 8 ans. Et c'est même pas tu es imposé 1%, c'est que tu as juste un abattement pour durée de détention. Donc c'est pour ça en fait, c'est la fiscalité en France, c'est pour ça que les gens ils fuient la France. Moi je comprends, je suis dedans maintenant, je comprends. Les gens ils fuient la France parce que c'est un pays qui te taxe de partout. Et il complique la fiscalité pour que les gens puissent pas comprendre grand chose. Parce que là, tu vois, je prends ton cas, sur ton portefeuille financier, tu as des actions. En France, tu ne payes pas d'impôt sur ces actions-là, sur les plus-values, excusez-moi, que si tu les as plus de 8 ans, tes actions. Donc, en gros, moi, par exemple, là, si j'achète une action et que je le revends, le moins que j'aurais gagné, là, c'est taxé presque à 80%. Tu vois? Et c'est pour ça, les gens, en fait, en France, ils se ruent vers l'assurance vie, parce que l'assurance vie, en fait, ça te permet d'échapper, entre guillemets, à cette imposition-là
en tout cas sur l'aspect financier, au-delà de protéger ta famille, etc. Non, aux Pays-Bas, c'est différent. C'est plus intéressant. C'est pour ça que j'ai bien dit, ça dépendra vraiment du pays où on se trouve. Après, moi, ce qui est bien, c'est qu'en France, lorsque tu ouvres une assurance vie, tu bloques la fiscalité au moment où tu l'as ouvert. C'est-à-dire, si le gouvernement change et que vient augmenter les impôts, bah, toi, tu n'auras pas à subir cette augmentation-là parce que tu auras bloqué, lorsque tu ouvres le contrat, tu bloques à la fiscalité au moment de l'ouverture. Je prends un exemple, les gens qui ont ouvert le contrat, en tout cas en France, qui ont ouvert le contrat d'assurance vie à l'ère Sarkozy, ont bloqué la fiscalité de Sarkozy. Et celles qui ont ouvert à l'ère Macron ont bloqué à la fiscalité à l'ère de Macron. Et entre-temps, la fiscalité a augmenté. C'est-à-dire que ceux qui se sont fait avoir, c'est ceux qui ouvrent maintenant à l'ère Macron. Tu vois, c'est vraiment ça, juste ça l'avantage. Moi, en tout cas, quand je vends à mes clients, je leur dis, ouvrez-le quand même pour prendre date sur la fiscalité. Même si vous n'avez pas d'objectifs patrimoniaux derrière ou on vous foutez de la protection des enfants, etc. Mais ouvrez-le au moins pour bloquer la fiscalité parce qu'on ne sait pas de gouvernement en gouvernement ce que peut être la fiscalité. Et là, l'histoire nous a montré que plus on avance dans le temps, plus la fiscalité, on nous met la corde sous le cou. En tout cas en France. Hein. Après, pour les autres pays, je ne sais pas, mais je pense que… Je confirme de même pour l'Italie. Voilà, tu vois. En fait, voilà, c'est la même chose. Donc, voilà, à peu près. Après, oui, pour répondre à ta question, pour toi, c'est vrai qu'il n'y a pas d'aspect à part juste l'ouvrir pour, entre guillemets, t'assurer que si t'arrive quelque chose, bah, tes enfants ou ta femme auront bien cet argent-là. Mais il n'y a pas, effectivement, au niveau de la fiscalité, pour toi, tu n'as pas d'intérêt, entre guillemets. Mais c'est quand même bien. Oui, de ce cas-ci, mais si je dois regarder les retours sur l'investissement qui peuvent m'offrir, je sais que si je les fais tout seul, je ferais beaucoup mieux. Donc, Oui, effectivement, quoi qu'il arrive, en fait, nous, au niveau de nos contrats d'assurance vie, donc le fonds en euros, la plupart des compagnies rémunèrent 1%. 1% net de frais à l'année. Donc, si je prends un simple ETF, je peux facilement voilà, c'est bon. Oui. 18% par an, comparé à 1%. Effectivement. C'est pour ça, en fait, voilà, tu vas pas te faire énormément non plus d'argent avec l'assurance vie, il faut être honnête. Les unités de compte, c'est souvent des OPC, donc c'est des paniers d'actions que les banques choisissent sur quoi investir. Et souvent, l'idée, c'est d'avoir un peu de rendement, mais d'éviter aussi le risque. Donc, souvent, ils vont investir sur des fonds socialement responsables, sur le recyclable de l'eau, enfin, tout ce qui est énergie renouvelable, plutôt que d'aller vraiment sur des actions vives. Je sais que moi, sur un de mes contrats, j'avais mis quoi? J'avais mis 3 000 € en début d'année. Là, j'ai 3 500 €. Donc, c'est un contrat 100% unité de compte. On va dire ça m'a apporté 500 €. Mais dans les 500 €, il y avait aussi une partie 1% fonds en euros. Donc, vu que c'est un contrat multi-support, c'est pas grand-chose. Contrairement à ce que je peux gagner en un an sur le marché financier si j'avais mis les 3 000 €. C'est quand même bon, c'est mieux que rien. Ouais, c'est mieux que rien. C'est mieux que quelqu'un qui met son argent sous son matelas. Bah, c'est ça. Et surtout que après, tu vois, c'est pour ça, enfin, c'est le placement préféré des Français parce que on se rend compte que tout ce qui est livret, développement, épargne de précaution, les taux, en fait, le gouvernement, chaque année, il fait que baisser le taux, le rendement. Avant, le livret A, il était à 0,75. Là, maintenant, il rémunère il va passer à 0,05. Donc, du coup, les gens, ils ont peur, en fait. Ils vont laisser l'argent sur le livret A. Au final, ça ne leur rapporte pas. Donc, autant aller sur l'assurance vie qui leur promet du 1% net. Tu vois? Donc, juste pour terminer avec le dernier, donc en cas de rente, c'est-à-dire que vous voulez sortir en rente, c'est-à-dire tous les mois, vous versez de l'argent. Au niveau de l'imposition, bah, là aussi, ça dépendra de votre âge. Si vous avez moins de 50 ans, vous allez payer à peu près 70%. Vous allez être taxé à 70%. Et bah, logiquement, plus vous vieillissez, et moins on vous taxe. Donc, l'imposition en France est assez complexe. La fiscalité est très, très compliquée. Il mélange l'âge que tu as, le montant que tu as mis. Donc, des fois, on peut vite se tromper. Et moi aussi, ça m'arrive des fois de
me tromper sur un produit parce qu'on ne sait plus quoi payer, etc. Et voilà. Donc, juste pour terminer, pour conclure, si on doit retenir quelque chose vraiment de cette présentation, c'est ce schéma-là sur l'assurance vie. Donc, c'est un produit d'épargne. C'est une épargne que vous pouvez vous constituer soit librement ou périodiquement. Donc, sur l'assurance vie, vous avez des fonds en euros, des OPC. Vous avez la possibilité donc de choisir un bénéficiaire qui est soit votre famille, un membre de votre famille ou un ami ou autre pour lui transmettre ce contrat d'assurance vie-là. Et du coup, si vous mourrez, la transmission, l'argent que vous allez lui transmettre n'est pas imposé, tout simplement. Après, vous avez aussi la possibilité de faire des retraits à tout moment sur votre contrat d'assurance vie. Donc là, c'est vous. Épargnant, c'est vous. Assurance vie, bénéficiaire. Donc, vous pouvez retirer l'argent à tout moment de votre contrat d'assurance vie quand vous avez besoin de cash. Voilà. Ça reste quand même un produit d'épargne.